Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 28 avril 2026. Tout de suite, les principaux titres. L'ancien ministre burundais de la communication et des médias Gabi Bugaga a été inhumé ce mardi 28 avril 2026 au cimetière de Manda en province de Bujumbura. Entre-temps, le président de la République a procédé au remaniement ministériel et 3 nouveaux visages entrent dans le gouvernement du Burundi, dont Evelyne Butoyi qui a remplacé l'ancien ministre Gabi Bugaga. Et puis le Parlement suédois a adressé une correspondance il y a 3 jours à la ministre suédoise des Affaires étrangères dans laquelle lui demande d'agir afin que la sécurité du docteur Saravo, ressortissant suédois, soit garantie. Et enfin, nous allons nous rendre au chef-lieu de la commune de Kayanza, où les habitants du quartier Moussavé s'inquiètent des glissements de terrain qui menacent leurs habitations. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, on démarre ce journal par la page politique. Les funérailles de l'ancien ministre burundais de la communication et des médias Gabi Bugaga ont eu lieu ce mardi 28 avril 2026 au cimetière de Manda, situé en province de Bujumbura. Lors de la messe dorotienne célébrée à la cathédrale Regina Mundi de Bujumbura, le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura a appelé les chrétiens à prier pour tous les auteurs des actes de violence dans le pays, afin que le Burundi puisse se libérer de ce fléau. Monseigneur Anatole Ruvelinyange a également exhorter les Burundais à vivre dans l'amour du prochain, soulignant que seule la fraternité peut empêcher qu'un être humain ôte la vie à un autre. Suivez plutôt Monseigneur Anatole Ruvelinyange, vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura. Nyakwigendera umushikiranganji Gabi Bugaga agiye akiri muto, igihugu cyari cyaramwizigiye kimushinga amabanga ahambaye mu gihugu. Ce ministre Gabi Bugaga est parti étant encore très jeune. Le gouvernement lui avait confié des fonctions importantes dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on avait appréciées chez lui, des choses qu'il avait fait pour les autres. Comprenons donc qu'il a des choses à présenter devant Dieu, même s'il est mort de façon inopinée, sans y être bien préparé. Parmi les choses qu'il a présentées à Dieu, il y a l'amour qui donne le pouvoir de faire du bien en toutes choses. Sachez que ceux qui lui avaient confié ces fonctions l'avaient remarqué. Cet amour qui était en lui, prions Dieu de le considérer afin qu'il soit parmi les saints. Les fautes qu'il aurait commises, prions Dieu de les effacer et de le faire entrer dans son royaume pour qu'il soit dans la joie éternelle. Prions pour sa famille, prions aussi pour les assassins, que Dieu les change et qu'ils puissent se repentir du mal. Par cette prière, nous demandons que le Seigneur nous accorde cet amour que nous n'avons pas. Prions pour la paix du Burundi, que les tueries soient éradiquées dans le pays, que chacun prie pour lui-même afin de ressembler à Jésus-Christ qui faisait le bien en toutes choses. Parmi les autorités ayant assisté à ces funérailles figurait le chef d'État, Evariste Ndayishimiye, le premier ministre du gouvernement burundais, les membres du gouvernement, le président du Sénat, ainsi que d'autres hautes personnalités. Le corps sans vie du ministre Gabi Bugaga avait été retrouvé en date du 16 avril 2026 en zone Rubirizi de la province Bujumbura. Le gouvernement burundais avait alors annoncé que l'ancien ministre de la communication et des médias était décédé à la suite d'un accident. Et entre-temps, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a nommé ce 28 avril 3 nouveaux ministres. Il s'agit du ministre des Infrastructures, des Logements sociaux, des Transports et de l'Équipement, ingénieur Egide Nijimbere, du ministre de la Santé publique, Dr Fidel Nzabahidi, et de la ministre de la Communication et des Médias, Evelyne Butoyi. Et passons immédiatement à la page droits de l'homme. Le Parlement suédois se saisit de l'affaire Christophe Saravo. Dans une correspondance adressée ce 24 avril à la ministre suédoise des Affaires étrangères, il lui a été formellement demandé d'agir pour que la sécurité de ce ressortissant suédois soit garantie. Josiane Mouzanedza revient sur le contenu de cette missive. Dans cette correspondance numéro 2025/26, 748, ayant pour objet le citoyen Christophe Saravo,
Sahabo détenu au Burundi et adressé à Maria Malmer Stenengart, ministre suédoise des Affaires étrangères, le Parlement suédois est d'abord revenu sur les alertes lancées par plusieurs observateurs internationaux dans Freedom House et Human Rights Watch en ce qui est des lacunes en matière d'état de droit, de sécurité juridique et de respect des droits humains fondamentaux au Burundi. Et ce Parlement doit rappeler à la ministre Maria Malmer Stenengart que dans un contexte comme celui du Burundi où des gens sont privés de liberté, l'accès à un procès équitable, à un examen indépendant et à des soins adéquats ne peut être garanti à leurs ressortissants en détention depuis avril 2022, et ce, malgré son état potentiellement mortel, sans parler du fait que le respect des garanties juridiques dans son affaire est douteux suite aux lacunes observées dans la procédure judiciaire relative, ce qui risque de mettre à mal les engagements internationaux tels que les conventions des Nations Unies relatives aux droits humains et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Parlement suédois a également rappelé à leur État sa responsabilité envers ses propres citoyens, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, laquelle convention stipule que la Suède a l'obligation d'assister et de protéger ses ressortissants détenus à l'étranger, en particulier lorsque leur vie ou leur santé est menacée, raison pour laquelle le député Ol Torell, avant de conclure sa lettre, a demandé à la ministre des Affaires étrangères Maria Malmer Stenengart quelles étaient des mesures concrètes qu'elle entend prendre dans le cadre de sa responsabilité en matière d'activité consulaire et de protection des citoyens suédois à l'étranger, afin de garantir que Christophe Sahabo bénéficie immédiatement d'un soutien consulaire, d'une évaluation médicale indépendante, ainsi que des soins et des droits que sa situation requiert. Rappelons qu'un ultimatum a aussi été donné à la ministre des Affaires étrangères, car elle n'a que jusqu'au 6 mai 2026 pour fournir une réponse à cette requête. Et ceux qui réclament la libération du détenu Christian Claude Wutoyi, souffrant de troubles mentaux, sont des politiciens engagés dans un jeu politique. C'est du moins la réponse du président Évariste Ndayishimiye, interrogé sur les raisons pour lesquelles ce détenu n'est pas remis en liberté, comme le prévoient les lois du pays. Inès Gakiza nous en dit plus. Une personne souffrant de troubles mentaux ne peut pas être emprisonnée. C'est logique. On ne punit pas un malade mental. Christian Claude Wutoyi fait partie de ces détenus atteints de troubles mentaux, alors même que le président Ndayishimiye affirme qu'il ne devrait pas se retrouver en prison. Pourtant, il est incarcéré à la prison centrale de Mimba depuis bientôt 12 ans. Dans un récent entretien accordé aux médias en ligne Yaga, le chef de l'État a été interrogé sur le cas de Christian Claude Wutoyi, juste après avoir déclaré qu'une personne souffrant de troubles mentaux ne devrait pas être emprisonnée. Il a répondu: Le problème le plus courant est que les politiciens cherchent à politiser même les maladies. Ce sont uniquement les médecins qui peuvent dire si telle ou telle personne souffre de troubles mentaux. A-t-il été diagnostiqué? C'est à ce qui s'y intéresse de demander son diagnostic. Malgré cette réponse, le président Ndayishimiye venait aussi d'expliquer que tout détenu est observé en permanence et que dès qu'il apparaît qu'il est malade ou qu'il s'est amendé, il finit par être libéré. Le comportement de tout détenu est suivi régulièrement. C'est ainsi que parfois certains sont libérés pour bonne conduite et d'autres, lorsque leur état de santé est critique, sont relâchés parce qu'ils ne sont plus à mesure de commettre des crimes. C'est prévu par la loi. Ici, on se demande si ceux qui sont censés observer Christian Claude Wutoyi, là où il est détenu à la prison centrale de Mimba, n'ont pas, comme ses co-détenus, constaté qu'il souffre de troubles mentaux, alors qu'ils le transfèrent de temps à autre à l'hôpital psychiatrique pour y recevoir des soins, un hôpital où il était déjà suivi avant même son incarcération en 2014, selon nos sources, au sein de cet établissement connu de beaucoup sous le nom de Chez le Gentil. Dans notre édition de demain, nous reviendrons sur les différentes autorités qui devraient répondre de cette injustice que subit Christian Claude Wutoyi depuis 12 ans. Poursuivons ce journal par la page sécurité. Un habitant de la zone des Meka située en commune Gisuru de la province de Buhumuza a été récemment battu jusqu'à perdre connaissance par un Imbonela Kure. Selon les membres de sa famille, ce qui est particulièrement inquiétant,
c'est que l'auteur présumé circule toujours librement. Ils disent vivre dans la peur, redoutant d'être eux aussi victimes de représailles. Balthazar Miburo pour plus de détails. Chiza Mathieu, un habitant de la colline Kavumwe, zone de Meka, commune Gisuru, a été violemment battu par un membre des Imbonerakure de cette même colline. Selon un témoin, les faits se sont passés vers 19h le 24 de ce mois. Chiza rentre du marché quand il a rencontré un Imbonerakure appelé Mateso Pascal qui était avec d'autres personnes cachées dans la... Ils l'ont attaqué, frappé, puis l'ont laissé inconscient. Il a attrapé et il a étrangé. Aujourd'hui, la victime a des blessures sur tout le corps. Ses bras sont très abîmés et il a aussi mal au cou. Après cela, une personne est venue à l'aide et il a conduit à l'hôpital. Mais avant d'y aller, il avait d'abord alerté le chef de colline. Des membres de sa famille disent qu'ils ont peur car la personne accusée est toujours à liberté. Ils craignent aussi d'être attaqués. La famille demande que les frais de santé de la victime soient payés par l'auteur de ce crime et qu'il rembourse ce qu'il a volé. La famille de la victime demande que celui qui l'a frappé prenne en charge les soins médicaux et paye toutes les factures. La victime a été envoyée faire des examens à la radiographie. Il demande aussi le remboursement de tout ce qui a été volé, y compris une somme de 200 000 francs. En fait, la famille dit qu'elle a peur de subir des représailles. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le chef de colline, Aboniman Silver, ainsi que la police de la zone de Meka pour savoir ce qui est réservé à ces Imbonerakure, mais sans succès. Et toujours en page de sécurité, indignation après un acte de justice populaire survenu dans la province de Burumuza. Un ancien officier de police dénonce une situation honteuse où des citoyens ont tué puis brûlé un homme sous le regard passif des policiers. Les faits se sont produits samedi matin dans la zone Kabanga de la commune Gisuru. La victime a été lynchée par des habitants qui l'accusaient d'avoir tué sa belle-mère. Selon cet ancien officier, les policiers présents sur les lieux devraient être interpellés et sanctionnés pour non-assistance et manquement grave à leur mission. On l'écoute. Ce qui est arrivé dans la commune de Gisuru, dans cette province d'Origi, le samedi 14 matin, est vraiment inacceptable et très regrettable. La police ne peut pas assister à des scènes de justice populaire, c'est-à-dire une scène où la population tue une personne jusqu'à la prélibrice en présence de la police. Là, j'appellerai la première mission de la police, qui est celle de protéger les personnes et leurs biens. Et donc, paradoxalement, cette même police ne peut pas tourner le dos et assister à de tels actes dans un pays soi-disant de droit. Je pense que le chef de la police qui était sur place et pourquoi pas le chef de l'administration devraient répondre devant la justice. Page gouvernance à présent, lors d'une prière écuménique organisée par le parti CNDD-FDD à Gitega, la semaine dernière, le chef de l'État a annoncé que, très prochainement, aucun agent de l'État ne sera plus autorisé à entrer avec son téléphone portable sur son lieu de travail. Ils devront désormais utiliser uniquement les téléphones de service mis à disposition au niveau des bureaux. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem qui milite pour le changement des comportements et des mentalités, estime que cette mesure pourrait causer plus de préjudice qu'elle n'apporterait de solutions pour un pays comme le Burundi si elle venait à être appliquée. Pour la déontologie des fonctionnaires, de telles mesures ont toujours été évoquées dans les débats, dans l'administration, sur les services, parce qu'on dit qu'il ne faut pas perdre du temps sur des téléphones ou faire des causeries pendant le vrai travail. Ça aurait des sensibilisations liées au service des services. Deuxièmement, il y a des questionnements. Il faut nuancer dès quand même le taux le téléphone portable devient un outil de travail. Il y a des liaisons de communication, par exemple, des fonctionnaires qui sont sur le terrain à mission et ceux qui restaient sur le milieu de travail. Encore les ministres sont obligés, à travers la redevabilité, de communiquer les numéros de téléphone pour que la population puisse communiquer à temps aussi vers les transmettre des doléances. Si on analyse aussi la catégorie, même le président de la République, c'est un fonctionnaire de l'État, les ministres, les généraux, les directeurs généraux, les hauts cadres de l'État. Il arrive que ce soit une mesure qui concerne peut-être ces petits agents et qui épargne les hauts cadres.
j'imagine mal un directeur général, un directeur commercial, un chef d'un ministre, un général, qui va se priver du téléphone portable au niveau au service. Analysons la catégorie de certains métiers, les militaires, les policiers, ne sont-ils pas des fonctionnaires de l'État? Les journalistes, par exemple, de la RTNB, qui doivent chercher des informations ici et là, le personnel de santé, de renseignement, tous sont des fonctionnaires de l'État. Faut-il analyser cas par cas ou faire des mesures dérogatoires pour certaines catégories de fonctionnaires? Non, je ne crois pas. Encore plus, on analyse actuellement le niveau d'occupation réel des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui passent à tourner le pouce parce qu'il y a un plateau flagrant qui est observé au sein des services de l'État. Et dernière nouvelle de ce journal, les habitants du quartier Moussavé, situé au chef-lieu de la commune de Kayanza, nous sommes en province de Routanyerera, sont inquiets face au glissement de terrain qui menace leurs habitations. Ils font savoir que certaines maisons se sont déjà effondrées, contraignant plusieurs familles à se déplacer pour aller vivre ailleurs. Les détails avec Hervé Niyouhire. De profondes inquiétudes gagnent les habitants du quartier Moussavé, plus précisément au lieu dit Wiraro dans la ville de Kayanza, un réseau de vastes ravets qui continue de s'agrandir. Depuis le bureau de la banque Interbank, il faut parcourir en vélo 1,5 km pour atteindre cette zone à risque. Aux alentours, plusieurs habitations sont encore occupées, tandis que d'autres maisons se sont déjà effondrées. Les riverains qui se sont confiés à la RPA expliquent que ces ravets se sont formés puis élargis à cause des importantes eaux de ruissellement provenant de l'ensemble du quartier qui se déversent dans cette zone. Plusieurs routes ainsi que certaines maisons ont déjà subi d'importants dégâts à la suite des glissements de terrain. Certaines familles, faute de moyens pour déménager, ont été contraintes de rester sur place malgré le danger permanent. D'autres ont déjà quitté les lieux pour s'installer ailleurs. Les habitants restants disent vivre dans la peur, redoutant des accidents ou même des pertes en vies humaines. Face à cette situation préoccupante, l'Office burundais de l'habitat chargé des infrastructures au Buha avait entamé des travaux de stabilisation en installant des pierres sur une partie du site. Cependant, ces interventions ont été interrompues à raison du manque de moyens financiers. Les habitants affirment également que les zones déjà aménagées risquent à tout moment de s'effondrer de nouveau. Par ailleurs, d'autres inquiétudes concernent un ravin particulièrement dangereux situé à Bgandimari, emprunté notamment par les habitants venant de la zone Muruta. Ceci demande des travaux urgents afin d'éviter d'éventuels accidents. La population appelle les autorités administratives à prendre des mesures rapides pour sécuriser l'ensemble de ces sites menacés. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Ndabumviye Nestor, chef de la colline Moussavé, afin de recueillir sa réaction, mais sans succès. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Hervé Niyouhire que le journal de ce 28 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin et Mécha, je vous présenter ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.